Une nouvelle question m'est venue en vous écoutant, merci Monsieur le Président, une question qui complète celle du collègue et camarade Bénard. Vous faites grand cas dans vos panoramas, et à raison, de la place de la dualité des systèmes et des opérations, mais aussi du caractère nativement régalien du spatial. C'est en effet une affaire d'État. Pour autant, vous avez évoqué, Monsieur Jacques, le surgissement de nouveaux acteurs qui surfent sur la vague et la vogue du New Space. New Space qui, rappelons-le, n'est pas si new puisqu'il remonte aux années 80. Ces entreprises privées s'insèrent dans un complexe militaro-industriel spatial états-unien, tellement intriqué depuis l'aube de l'âge spatial que la notion même de l'entreprise privée est artificielle. Cela dit, en même temps qu'ils se rendent indispensables par la livraison d'opérations et de services, ces gros acteurs de l'astrocapitalisme revendiquent une forme d'autonomie et ne se privent pas de faire pression sur la commande publique. C'est le cas notamment aux États-Unis d'Amérique de l'entreprise SpaceX, dont le système commercial Starlink et son avatar militaire Starshield sont devenus critiques. Ce modèle d'entreprise privée publique, bras armé hybride de l'État, inspire jusqu'en Europe où certains responsables d'agences rêvent de faire émerger de nouveaux SpaceX. Cela m'amène à poser la question du lien entre le public et le privé, des dépendances potentiellement toxiques. Comment percevez-vous cette évolution organisationnelle et politique qui vulnérabilise en puissance la maîtrise souveraine des capacités, y compris en France où l'usage de Starlink est, et j'ai pu le vérifier, expérimenté dans certaines forces armées. Quels sont les risques, les garde-fous? Merci. Par rapport à la question de M. le député Saint-Martin sur l'analyse qu'on peut faire du monopole et de la manière dont un certain nombre de grandes entreprises ou d'entreprises qui ont conquis un marché, j'allais dire, font prendre en masse l'affaire et nous laissent peu de marge de manœuvre. Oui, moi je partage cette inquiétude-là. Et donc, moi, la réponse que j'ai par rapport à ça, pardon, ça va peut-être apparaître un peu ethnocentré, mais la réponse, c'est qu'il faut qu'on ait une compétence incorporée et une capacité technique de dialogue extrêmement exigeant avec ce monde commercial et industriel qui est autour de nous. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas le développer, mais en même temps, il faut qu'on puisse avoir cette capacité à remettre en cause ce qui est dit, à comprendre et à discuter et à garder une forme d'autonomie. Et cette forme d'autonomie, ça passe, je reviens à ce que je disais au tout début, mais ça passe par une compétence technique forte et ça passe par des structures comme les agences spatiales. Et des structures comme les agences spatiales qui savent garder la juste distance par rapport à ces acteurs. Pardon, ça a l'air un plaidoyer pour le CNES, mais je pense que tout le panorama international nous amène dans cette direction-là. Merci Monsieur le Président. Monsieur Jacques, Madame l'ingénieur général Portier, mon intervention comportera 2 étages. Un premier concernera l'organisation du spatial de défense français, un second brièvement les capacités, et je terminerai par déployer une charge utile doctrinale. En premier donc, l'ouverture récente du commandement de l'espace à Toulouse, de bonne méthode, soulève une question d'organisation et d'encadrement. Aujourd'hui, qui pilote le spatial de défense? Où s'arrête le rôle du CNES et où commence celui du CDE? Comment l'un et l'autre s'articulent? Quelles sont les marges de progression, les éventuels points d'achoppement? Comment chacun, depuis vos organisations amenées à collaborer sur le créneau de la R&D notamment, voyez-vous la montée en puissance et l'autonomisation de cette formule française du spatial de défense? Quelles en sont les spécificités et le cas échéant? Les capacités maintenant. Concernant la loi de programmation militaire 2.0, des projets déjà prévus sont annoncés, sans faire état de ce que nous savons. De nombreux renoncements unilatéraux de l'Allemagne sont aussi évoqués dans vos exposés. L'Allemagne investit massivement et développe ses propres capacités. Par exemple, ça a été dit, le projet de constellation militaire annoncé à 10 milliards d'euros, qui s'accompagne d'un désengagement du projet phare Iris-Carré. Quelle continuité envisagez-vous pour ce type de projet d'envergure, que ce soit Iris-Carré, mais aussi le projet Odin's Eye, porté pour l'instant en coopération avec l'Allemagne, mais qui pourrait échouer faute de continuité de portage politique. Par ailleurs, le président de la République a annoncé une accélération des constellations en orbite basse pour le renseignement et la connectivité. Quelles capacités sont à l'étude? Quel est le calendrier et le budget anticipé? Enfin, ces capacités n'ont de sens qu'ajustées à des besoins eux-mêmes articulés à une doctrine. Depuis 2019, quels sont les éventuels bougets et actualisations significatives à envisager dans la conception française de la défense spatiale active? La course à l'armement, la prolifération de déploiements louches, les manœuvres et opérations de systèmes toujours plus offensifs, possiblement dotés d'armes nucléaires, et plus généralement la banalisation du scénario d'un conflit de haute intensité en orbite terrestre basse, incitent-ils à une révision de la stratégie de réponse? La France doit-elle accélérer dans l'arsenalisation au risque de légitimer encore un peu plus l'évidence d'une guerre rangée qui sonnerait le glas de l'occupation de l'espace? Merci. Alors, je prends la
le premier segment de la question de merci monsieur le député sur CDE, CNES, et je pense que ma voisine enchaînera sur la doctrine spatiale. Alors là-dessus, je pense que les choses sont assez claires, c'est-à-dire, et d'ailleurs c'est régi par un texte qui précise les frontières, les outils de coopération entre le CDE et le CNES. Grosso modo, la compétence spatiale à maintenir dans la durée avec l'expertise pointue, c'est le CNES. Après, dans le déploiement des opérations et le pilotage des satellites, etc., c'est le CDE à partir de personnel formé par le CNES et de renfort du CNES en tant que de besoin sur des opérations spécifiques. Je signale aussi qu'on a des réservistes côté CNES qui peuvent du coup faire le pont entre les deux. Il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui nous demande de préciser encore comment se fait la transition. Je pense qu'on a déjà la base. On est en train de travailler avec le CDE pour effectivement bien cadencer ça, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est en phase de montée en régime et qu'il va falloir regarder les échéances 28, 30, 32 de passage du relais. Moi, ma conviction, c'est expertise pointue côté CNES et socle d'opération côté CDE, et je pense que l'articulation se fait relativement bien. Alors, pour revenir sur les capacités, vous évoquez la question de l'articulation entre les programmes européens, les programmes nationaux. Alors, si je rebondis, donc Iris Carré, nous avons évoqué déjà amplement la question de l'articulation de Iris Carré, qui est l'axe sur lequel nous travaillons côté français, que ce soit côté civil, dual ou militaire, et l'articulation via les questions d'interopérabilité avec les autres initiatives nationales. En ce qui concerne l'alerte avancée, donc ce programme qui a vocation à se développer dans un cadre européen mais intergouvernemental, il a bien une structuration franco-allemande, mais également une dimension européenne, puisqu'il s'ouvre sur ce qu'on appelle JUEL, avec pour faire adhérer un certain nombre d'autres pays. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette dans une logique de bipolarisation, mais bien dans une logique multilatérale au niveau européen. Et c'est sans doute, je rejoins ce que disait François Jacques sur la force de conviction qu'au côté français, on doit faire auprès de nos partenaires, en les convaincant, en les accompagnant et leur expliquant quelle est la dynamique dans laquelle on souhaite se positionner. Sur la défense spatiale, aujourd'hui, la feuille de route est établie. Comme je vous disais, elle se décline selon 3 axes. Une capacité de surveillance pour pouvoir analyser, identifier, attribuer les actions. Et ça, c'est essentiel pour prévenir le risque d'escalade que vous évoquez, parce que la pire des choses, ça serait de ne pas savoir d'où vient l'action et de faire d'une erreur d'appréciation. On le voit bien sur Terre, c'est vrai également dans l'espace, et ça, c'est un élément social. En ce qui concerne nous avons une feuille de route en ce qui concerne l'action dans l'espace en tant que telle, alors d'ailleurs, sol, espace ou sol, espace, puisque nous avons des travaux de développement technologique. Les faits sont têtus. Il y a une nécessité de développement technologique sur un certain nombre de segments. Donc, même si c'est pas un claquement de doigts qu'on aura les technologies nécessaires, que ce soit dans le domaine des lasers ou des brouilleurs. Dernier point, un élément qui est souvent ignoré mais qui est essentiel, c'est la capacité de commande et de contrôle qui permet de décider et de coordonner notre action. Et ça, c'est un élément essentiel. Et ça, c'est bien le triptyque sur lequel nous continuerons de travailler, nous continuerons de travailler dans le cadre des futures années et des futures étapes du programme ARES.